Bonjour Marwan. Bonjour Salomé. Je suis ravie en tout cas de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Aujourd'hui, on va parler de la négociation en grande distribution. Un vrai sujet. Et chaque année, c'est une période des négociations qui est extrêmement compliquée, donc qui démarre là. Donc aujourd'hui, on est le 2 ou le 3 novembre et qui se termine fin février. Donc les négociations, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a énormément d'articles effectivement sur le sujet. Alors derrière les pourcentages, les marges, les contrats, il y a surtout des femmes et des hommes qui sont confrontés à des discussions qui sont toujours très intenses, souvent déséquilibrées et toujours très stratégiques effectivement au regard des enjeux pour les deux parties. Et si on considère que négocier, c'est surmonter des intérêts contradictoires afin d'aboutir à un accord, alors comment négocier dans ce contexte déséquilibré sans perdre son sang-froid, sans perdre la relation ? Est-ce qu'on peut adopter un comportement humain dans cet écosystème ? Je serais ravie de t'entendre sur le sujet. Et pour en parler, donc effectivement, je te reçois. Donc Marwan, tu es expert en négociation de crise et influence pour décrypter avec toi les dynamiques psychologiques et les leviers invisibles qui se jouent derrière les négociations commerciales. Alors tout d'abord, Marwan, si tu le veux bien, je te laisse te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Très bien, merci beaucoup Salomé. Donc je m'appelle Marwan Méry, j'ai 50 ans et dans la vie je suis négociateur professionnel. Voilà, donc j'interviens sur tout type de négociation, qu'elles concernent aussi bien la crise, donc tout ce qui est kidnapping et rançon, extorsion, que des négociations commerciales, des conflits sociaux, des relations diplomatiques et ce qui touche également la relation patient, donc face à des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui refusent de prendre leur traitement. Voilà, donc j'ai créé ADN maintenant il y a 13 ans et je compte à peu près une trentaine de personnes dans mes équipes. Et avant ça, j'ai eu un parcours justement en grande distribution, en partie. J'ai commencé chez Servair Air France, voilà, où j'ai fait pas mal de conflits sociaux. Ensuite, chez Lucent Technologies, qui a fusionné avec Alcatel, où je faisais du recouvrement dans des pays un peu compliqués. Et après, j'ai bossé pendant 7 ans chez Danone, voilà, et où j'ai négocié face à la grande distribution. Et ensuite, j'ai contribué à lancer la marque Red Bull en France, où j'ai continué à négocier face à nos amis de la grande distribution. Voilà. Et puis, j'ai aussi un parcours au sein des opérations spéciales, voilà, en tant qu'officier spécialiste à l'époque. Alors c'est marrant que tu parles de Danone parce qu'effectivement, Danone est réputé pour être l'école de la vente. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as senti dans ton parcours ? Alors tout à fait, même si moi je ne suis pas un pur produit du terrain. Au départ, je venais de la supply chain. Donc j'ai été responsable du service client, responsable des prévisions de vente. Et après, j'ai orienté mon parcours vers le commerce. Mais c'est vrai, même si j'ai eu une sorte de parcours accéléré pour justement rejoindre le commerce, Danone et Procter, parce que je mettrais Procter au même niveau, sont réputés pour leur parcours de vente, les formations internes qui sont organisées, et les universités justement internes d'entreprise. Et donc, c'est la réputation effectivement qu'on peut avoir. Et ça reste justement des très très belles écoles, aussi bien sur la vente, mais sur la négo également. Ouais. Qu'est-ce qui fait pour toi que la négociation en grande distribution est si spécifique, si atypique ? Ou en tout cas, c'est vrai que quand on parle avec, disons, le commun des mortels, à chaque fois quand on dit « je suis négociateur en grande distribution », on te dit naturellement « mais ça doit être tellement difficile ». Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces relations et ces réactions-là ? Alors, c'est vrai que moi, je vois, on forme beaucoup de comptes clés, de DCN, de DE, de directeurs commerciaux. Donc, tous ces acronymes, ça parle à tous tes auditeurs, sûr, je suppose. Sûr. C'est ça qui est pas besoin d'expliquer. Non, c'est ça qui est super. Et ce qui est frappant, c'est ce qui revient tous les ans. Ils me disent à chaque fois, ça peut pas être plus difficile que ce qu'on a vécu l'an dernier. C'est vrai. Et chaque année, c'est encore pire que l'année précédente. Alors, pourquoi c'est si difficile de négocier en grande distribution ? Je dirais avant tout, c'est à cause du rapport de force. Voilà. Moi, j'aime bien dire que la négociabilité d'une situation ne dépend que du rapport de force. Et c'est vrai. Parce que vous pouvez être une star en négociation, bénéficier d'un niveau d'expertise hors du commun, avec 25 ans d'expérience, même si l'expérience, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'apprentissage de l'expérience. Bon, bref, tout ça avec ces deux volets très forts, expertise et puis apprentissage de l'expérience. Et pour autant, vous pouvez être balayé d'un revers de la main parce que vous souffrez d'un rapport de force très, très, très défavorable.
Et donc, moi, je peux vous donner juste quelques chiffres. Quand je dis vous, c'est aux auditeurs et à toi, du coup, Salomé. C'est que quand, par exemple, tu es un des plus grands groupes agroalimentaires au monde et quand tu négocies face à une centrale d'achat, souvent tu ne pèses, je parle du marché français, que je dirais 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires, quand eux pèsent entre 20 et 30% de ton chiffre d'affaires. Donc ce rapport de force déséquilibré va pousser certaines enseignes à avoir des pratiques qui sont quelquefois douteuses. Et je reprendrai les termes de Trump qui disait dans un de ses ouvrages que l'extorsion rapporte plus que la coopération, et c'est vrai. En fait, les gens, dès lors qu'ils ont du pouvoir, ils ont tendance à en user et en abuser. Et c'est pour ça, je le vois pour accompagner beaucoup de fournisseurs sur leurs négociations tous les ans en grande distribution, même si vous êtes gros en apparence, voilà. Dans les faits, à cause du rapport de force, c'est bien plus difficile que ça. Donc, je dirais que c'est le premier élément structurant. Deuxième, c'est tout ce qui est lié justement à ces comportements qui peuvent être parfois limites. Parce que quand on parle de grande distribution, on gère des menaces, on gère des ultimatums, on gère des demandes coercitives. Il faut être en mesure également d'avoir une bonne capacité à gérer le stress, la maîtrise émotionnelle. Et souvent, quand les gens parlent de la grande distribution et quand vous avez des comptes clés qui racontent leur quotidien, souvent les gens disent mais comment tu arrives à t'astreindre ou à accepter en fait de telles conditions. Donc je pense qu'il faut avoir ça dans le ventre pour l'accepter. Et donc oui, ça c'est le deuxième élément qui est pour moi la conséquence en fait justement du rapport de force. Et puis le troisième élément, je dirais qu'est-ce qui rend ces négociations aussi difficiles, on va dire que c'est le contexte législatif. Notamment, depuis ces dernières années, le législateur est rentré quand même dans ces négociations. Ça touche au pouvoir d'achat des Français. Donc, ces négociations sont sous le feu des projecteurs, avec des marges qui sont de plus en plus réduites, notamment pour, on va dire, tenter de satisfaire le consommateur, et que cette guerre des prix qui n'est pas forcément très compréhensible pour tout le monde. Et donc, on va dire que c'est un peu les trois éléments d'un cocktail détonnant qui fait que ces négociations peuvent être à la fois atypiques et particulièrement difficiles. Et j'ai eu la chance d'avoir négocié dans de nombreux pays sur des situations très diverses, que ce soit des fusions-acquisitions, que ce soit du kidnapping, que ce soit de l'extorsion, beaucoup de conflits sociaux. Et je dis souvent que les négociations commerciales les plus difficiles au monde, ça reste en grande distribution. Ce qui est assez intéressant, alors j'aime bien que tu décomposes ta réponse en 3 points parce que ça va me permettre de revenir sur les 3 points. Donc le premier, effectivement, la partie de contexte où effectivement le rapport de force, et je le disais en introduction, est complètement déséquilibré et encore plus aujourd'hui avec justement le rachat d'enseignes entre elles et ça fait effectivement des super centrales et on va y revenir. Le deuxième point, effectivement l'humain et effectivement le contexte législatif. Sur le premier point, est-ce que tu peux nous parler de la négociation telle que tu l'as connue chez Danone et telle que tu la connais aujourd'hui avec tes clients ? Alors pour 2 raisons, parce que la première, quand tu es dans le salariat, et la seconde, quand tu réponds à une demande de client, et aussi et surtout parce que la négociation a beaucoup évolué sur les pratiques, mais aussi avec un contexte mouvant, et je le disais, de super centrales qui se sont créées, et ça reste quand même relativement récent. On pourrait parler par exemple de Aura Retail ou je sais pas, de Relec par exemple. En quoi ça change la négociation et en quoi a-t-elle évolué par rapport à ces facteurs fondamentalement conjoncturels ? Alors c'est un très bon point. Moi quand j'ai quitté Danone, on était en 2008, voilà. En fait, ce qui était intéressant, c'était, on va dire, la dilution des enseignes. Quand, par exemple, on devait négocier face à Cora, Cora représentait 2% du chiffre d'affaires de Danone, même si c'était un client privilégié. On pouvait se permettre quelquefois, effectivement, d'être en clash, pas forcément avec Cora, mais avec des enseignes qui pouvaient représenter 5-10% du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on avait un éventail d'options qui nous permettaient de naviguer, on va dire, plus ou moins sereinement. On pouvait quelquefois accepter certains conflits, certains déréférencements, voilà, parce qu'on était capable, par un phénomène de péréquation, de se refaire la cerise différemment. Là, de nos jours, c'est plus le cas. Comme tu le disais à juste titre, chaque supercentrale va peser 20 à 25% de ton chiffre d'affaires, donc tu n'as plus le loisir, en fait,
on va dire, de cracher un client. Parce que c'est très compliqué d'assumer les conséquences. Alors qu'avant, sauf si c'était effectivement un Carrefour ou un Galec qui représentait 25% de ton chiffre d'affaires, évidemment, il y avait des choses qui étaient plus acceptables que maintenant. Le deuxième point qui est vraiment structurant, on va dire, c'est les accords internationaux. Effectivement, à mon époque, et quand je dis à mon époque, j'ai l'impression d'être vieux, les négociations, elles se faisaient en France, voilà, et avec un contexte qui était plus ou moins cadré, avec des lois qui étaient structurantes et compréhensibles pour tout le monde, que ce soit Galant, Dutreil, 1, 2. Voilà. Et là, maintenant, les négociations elles sont remontées de 1 ou 2 étages. Ce qui veut dire que on doit passer, avant qu'on passait 1 ou 2 fois à la caisse, voilà, on va dire, allez, on négocie en centrale, et puis à la rigueur en région, notamment si on parle de Galec, maintenant, vous avez encore un niveau au-dessus, qui fait que vous avez passé une 2e fois à la caisse, ou une 3e, ou une 4e, ou une 5e fois. Voilà, parce qu'avant, on pouvait parler de 3 nets, maintenant, on parle de 4, 5 nets, voilà. Tout ça, ça parle évidemment à tes auditeurs. Ouais, parfait. Et aussi, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a un phénomène justement de blocage massif qui fait que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un accord international en Italie, par exemple, ça va avoir des répercussions sur la France ou l'Allemagne. Tout dépend de la configuration de l'enseigne. Et donc, il y a un niveau de dépendance ou d'interdépendance économique qui n'existait pas à l'époque et qui est maintenant particulièrement structurant parce que derrière la supercentrale, voilà, les fameux buying group, il y a plusieurs pays qui sont réunis et si un pays, c'est compliqué pour un pays, généralement ça a des répercussions pour les autres. Donc on va dire que ce phénomène d'interdépendance complexifie d'autant plus les choses. Alors à l'inverse, par contre, il y a des choses qui se sont améliorées. Si on reste sur ce contexte législatif, moi entre 2001 et 2008, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et moi, j'ai connu des choses dans les box négo qui défient l'imagination. Tu peux nous raconter ? Ouais. Non, pas faire évidemment, du naming shame, c'est absolument pas le but, effectivement, de faire du sensationnel, mais... Bien sûr, mais oui. Et ça, ceux qui ont négocié et ceux qui négocient encore, parce que j'ai encore quelques petites histoires sur le sujet. Moi, j'ai vécu... donc, je tairai évidemment le nom de l'enseigne. Ils se sont énervés. On était au 3e étage. Ils ont ouvert la fenêtre. Ils ont pris mon PC qui était posé sur la table et ils l'ont balancé par la fenêtre et ils l'ont explosé. Voilà. Bon, après, j'ai géré la situation sans les frapper. C'est interdit. Et j'étais enfermé dans les pièces. Attendre, je crois que le plus longtemps que j'ai attendu, c'est 6 heures. Voilà. Et pour finalement annuler le rendez-vous. Donc là, et puis en plus, ils l'ont fait en souriant. J'avais des interlocuteurs qui étaient bourrés. En fait, les INO, quelquefois, je présentais les INO et j'avais un interlocuteur. En fait, à chaque fois qu'il les goûtait, il rajoutait du rhum. Et en fin de rendez-vous, il était complètement bourré. Et donc, du coup, il m'appelait le lendemain, il me disait « Mais monsieur Méry, vous vous rappelez ce qu'on a signé hier ?» Je fais « Oui, moi je me rappelle bien. » Puis il avait oublié. Donc du coup, voilà. Et puis je me suis fait insulter un nombre de fois, mais incalculable. Ce qui est plus difficile maintenant, parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des mouvements qui ont été créés. Donc on a des relations, je dirais pas qu'elles sont plus apaisées, mais on va dire elles sont plus cordiales, même si le fond peut être très 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 difficile. Alors il y a encore des débordements. Nous, je vois au sein d'ADN, on va accompagner en tout, en moyenne, 5 à 6 industriels par an dans leurs négociations. Il y a encore des débordements, mais on n'est plus au niveau de ce qui se passait avant. Donc, on va dire, c'est ce qui contrebalance la difficulté des négociations, c'est que la partie relationnelle, je dirais pas qu'elle s'est apaisée, mais on va dire qu'elle est un peu plus cordiale, du moins sur la forme, ouais. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu vois de négociation qui sont spécifiques sur la grande distribution ? Oui. Tout à l'heure, en off, je te parlais du temps. Oui. Effectivement, est-ce que ça, c'est atypique de la grande distribution ou pas ? Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples que tu retrouves très régulièrement sur ce secteur ? Oui, alors effectivement, ce qui structure les négociations en grande distrie, c'est cette temporalité et ce timing, parce qu'effectivement, pour la plupart, du moins pour les gros industriels, elles doivent se terminer justement fin février. Et donc, on va dire c'est pas un marathon pour le coup, c'est plutôt un sprint maintenant, parce qu'avant les négociations, elles commençaient en septembre, et voilà, avec la LME, elles se terminent également fin février. Mais là maintenant, on envoie des tarifs finalement fin novembre.
Voilà. Et les négociations, elles vont débuter réellement en décembre, mais elles vont se jouer. Finalement, on le sait, les derniers jours de février. Voilà, et elle se termine à 4h, à 6h du mat. Et on va dire qu'on a les 2 derniers jours où presque tout se joue. Et ça, on va dire, c'est une des spécificités de la grande distribution. Parce qu'à l'époque, les négociations, quelquefois, elles pouvaient durer des années. Moi, je me rappelle, quelquefois, l'accord de 2004, finalement, on le signait en 2006, en antidatant. Et donc, ce qui fait que notre fenêtre de tir, elle est très, très courte, et ce qui ne fait que cristalliser d'autant plus les tensions. Et ça... T'as raison, c'est une grande spécificité de la grande distribution. Quand je pense aux autres négociations que je peux vivre, en fait, j'ai rencontré très très rarement ces cas-là. Quand les négociations étaient cadrées, c'est parce qu'il y avait eu soit un changement de loi, on devait agir assez rapidement, ou parce qu'on devait faire face à des ultimatums. Là, on va dire que c'est cette spécificité. Et je trouve que le fait d'avoir compressé le temps ne fait que justement cristalliser d'autant plus les tensions. Et c'est pour ça que en fait, il y a un vrai dilemme souvent qui se pose, et toi qui connais très bien ce sujet-là, c'est que souvent, on peut se dire, on va tenter de signer en janvier, voire début février pour s'acheter des positions en magasin, même si finalement on dérive, on déflate de pas mal. Voilà, mais au moins, on sécurise le business, ou bien la deuxième option, c'est de se dire on va négocier dur jusqu'à la fin, et en espérant passer du tarif, mais avec le risque il nous reste plus grand chose après, et parce qu'on a pris des positions, nos concurrents ont pris des positions derrière. Donc c'est effectivement une spécificité de la grande distribution qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, voilà, qui rend ces négociations difficiles. Et ce que tu évoques, effectivement, donc c'est un sprint et pas un marathon, mais ça implique aussi de respecter certaines phases qui sont cruciales. Donc là, effectivement, donc on est en novembre, cet épisode sortira plutôt en janvier. Donc là, novembre, l'envoi du tarif, mais il y a toute la préparation de stratégie de négociation qui intervient en amont. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes phases je dirais protocolaires, mais qui sont essentielles pour conduire une bonne négociation? Moi, j'ai toujours entendu que 90% du succès d'une négociation en grande distribution se joue sur la préparation. Est-ce que tu infirmes ce dire-là, et comment justement bien se préparer et adopter une certaine posture en fonction des différentes phases, et du coup ce dernier sprint de quelques heures dans la nuit où on est tous cramponnés au bureau en attendant les appels de nos interlocuteurs? Sur le premier point, je vais revenir peut-être sur le premier point parce que tu avais 2 questions en une. Je vais parler effectivement de la partie, on va dire, préparation mentale, mais je vais commencer par la préparation technique. Donc, oui, on le dit souvent, et alors moi, ce sont mes éléments de langage, mais encore une fois, ça n'engage que moi. C'est que pour moi, une négo, c'est 80% de préparation et 20% d'agilité. Ce qui veut dire qu'en négo, on ne s'improvise jamais. On peut improviser uniquement si on est préparé. Sinon, effectivement, on ne le fait pas. La préparation en négociation, c'est clé. On va dire qu'il y a 4 grands volets sur la prépa. Le premier, c'est l'analyse du contexte. L'analyse du contexte, c'est derrière des positions ou des demandes qui peuvent être très fortes, c'est de comprendre l'objectif et l'enjeu de la partie adverse. L'objectif, ça va être l'espoir de gain, ce qu'elle cherche à obtenir dans la négociation, et l'enjeu, ça va être le besoin profond qu'elle va chercher à satisfaire. Et ça, c'est bien important, c'est très important de dissocier bien les deux, parce que l'objectif pour la partie adverse, il reste négociable, l'enjeu, il sera non négociable. Et souvent, on se dit, l'enjeu, c'est forcément de la renta pour l'enseigne. Pas forcément. Il y a plein de cas où ça n'a rien à voir avec tout ça. Peut être plein de choses, que ce soit de la compétitivité, que ce soit de l'image ou ce genre de choses. Et ça, il faut essayer de comprendre tout ça. Et ça évolue au cours d'une négo parce qu'on essaie justement de remplir au mieux ces petites cases. Ensuite, c'est d'être clair également, nous, à notre niveau, sur notre ossature motivationnelle. Finalement, quel est notre enjeu dans cette négo? Quel est notre objectif? Et puis, quelle est la position qu'on va tenir? Donc, à titre d'exemple, très simple, si notre enjeu, c'est de renouer avec la rentabilité, voilà, parce qu'effectivement, on a un compte qui est, on va dire, défaillant, où on est juste à la planche, l'objectif, ça va peut-être du passer du tarif, notamment pour satisfaire l'enjeu, et la position qu'on va tenir, elle sera peut-être coopérative. Et après, c'est déterminer un ICP. C'est un intérêt commun partagé. Finalement, c'est quand tout nous sépare, qu'est-ce qui nous permet de nous élever au-dessus justement du conflit pour adopter une sorte de cause commune, voilà, ou chercher le plus petit dénominateur commun. Et donc ça, c'est ce que je fais depuis
quelques années maintenant, finalement, on l'a vu, en fait, c'est qu'avec le phénomène d'hyperflation qu'on a constaté ces dernières années, on a eu un taux de fréquentation en magasin qui a baissé. Et en fait, l'ICP, finalement, pour le distributeur et le fournisseur, c'est de faire revenir le conso en magasin. C'est ce qui nous permet de nous élever au-dessus, justement, on va dire, du conflit. Alors, évidemment, on l'adopte en toile de fond. C'est pas pour autant que c'est plus simple en négociation. Mais c'est ce qui nous permet, quelquefois, de prendre de la hauteur, que ce soit nous ou la partie adverse. Ça, c'est le premier point. La deuxième partie, le deuxième volet de la préparation, c'est tout ce qui concerne les parties prenantes. Donc, c'est comprendre le sociogramme, l'organigramme a peu d'importance en négo. Ce qui compte, c'est le sociogramme. Donc, on prend les relations de pouvoir, les relations d'influence, qui décide, quel est le mandat de chacun, qui est à l'oreille de qui, quelle est la nature des relations, est-ce qu'elle est personnelle ou professionnelle. Et on sait que dans certaines enseignes, notamment les indépendants, c'est déterminant. D'accord ? Et après, c'est de comprendre les profils. Et ça, alors, on est obligé en négociation d'avoir un vernis en psychologie sociale. Donc, 10% des individus dans le monde, en fait, souffrent d'une pathologie. À minima. Voilà, si vous lisez le DSM-5 ou le CIM-11, qui sont des bibles de la psychiatrie, vous retrouvez exactement les mêmes prévalences en négociation et dans tout secteur d'activité. Donc, 1 personne sur 10 souffre de pathologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la pathologie ? C'est pas des fous, ça n'a rien à voir avec tout ça. On considère que c'est de la pathologie dès lors que ça entraîne de la souffrance, pour eux-mêmes ou pour autrui. Donc, on peut avoir des psychopathes, des schizoïdes, des schizotypiques, des anancastiques, des narcissiques, des psychotiques, voilà. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre les traits saillants de son interlocuteur, simplement pour adapter sa communication, voilà, et sa posture. Parce que quand moi je négocie face à un schizoïde ou face à un paranoïaque, je vais pas du tout négocier de la même manière. Et les personnes qu'on peut avoir en face de nous, dans 1 cas sur 10, et dans certaines enseignes, c'est beaucoup plus élevé que ça, souffrent de certaines pathologies. Et si on n'arrive pas à s'adapter à ça, malheureusement, ça va avoir un impact délétère sur la négociation. Donc, le pendant du sociogramme, c'est de comprendre également les profils, voilà, pour savoir comment on va les approcher et comment on va les gérer. Ensuite, la 3e étape de la prépa, c'est l'analyse du rapport de force. On l'a vu, c'est hyper structurant. Donc, il faut intégrer tous les éléments qui vont jouer dans un rapport de force et ensuite de voir dans quelle mesure on est capable d'agir dessus. Et en fonction de ça, ça va définir notre stratégie. Parce que quand vous jouissez d'un rapport de force très favorable, vous avez un choix pléthorique de stratégies qui s'offrent à vous. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes tout puissant en égo, vous n'avez pas besoin d'être bon en égo. Non. Voilà, c'est ça. Alors que quand vous souffrez d'un rapport de force défavorable, moi, c'est ce qui m'arrive depuis maintenant 27 ans. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et c'est que finalement, le cas de tous les fournisseurs qui vont t'écouter. Exactement. Et de tous ceux que tu peux accompagner, notamment des PME, où c'est d'autant plus difficile pour eux. Et donc, vous avez un rapport de force qui est à la fois structurellement et contextuellement défavorable. Voilà. Et comment on peut agir dessus. Il y a une dizaine de manières, on ne va pas rentrer dedans, c'est assez technique, mais où on peut quelquefois agir justement sur un rapport de force. Et donc, en fonction de l'analyse de rapport de force, c'est ça qui va déterminer le choix de votre stratégie. Voilà. Et après, la dernière étape, qui est souvent négligée, c'est l'approche tactique, finalement, avant de rentrer en négociation. Donc, c'est la dernière étape de la prépa. C'est quel mandat on va attribuer aux équipes, parce qu'en égo, tout ne peut pas être négociable. Comment on constitue l'équipe en conséquence, et ensuite, comment on planifie la négociation. Donc, en gros, les chemins de la négo. Voilà. Donc, quand on a une négo qui va durer 3 mois, évidemment, on va tenter d'écrire cette trajectoire de négo, même si dans les faits, c'est un peu comme Kinder Surprise, ça se passe pas vraiment. Non. Voilà. Et toute la difficulté, c'est d'être capable de reprendre l'ascendant. Mais ça, c'est la partie prépa. La partie la plus difficile, c'est reste la conduite. Voilà, parce qu'on peut être hyper bien préparé, on arrive au contact et après tout s'effondre. Et c'est là où il faut avoir un niveau d'expertise très élevé. Il y a un élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est de remettre du contexte. Et moi, alors je vais parler un peu de mon expérience, mais qui a été catégorie majeure pendant plusieurs années, je crois que ça joue énormément aussi dans le cadre des négociations, et c'est ce que tu disais aujourd'hui, de bien comprendre son interlocuteur et les enseignes qu'on a en face. On a des enseignes aujourd'hui qui perdent des consommateurs, qui perdent du trafic, qui n'ont plus un bon taux de fidélité, avec un consommateur extrêmement volatile, et elles cherchent des solutions. Et à mon sens, et on voit aussi que les métiers se transforment de plus en plus avec des 4man compte clés, des catégories majeures qui font autant de la négociation et qui permettent justement d'élever justement le contexte pour mieux négocier. Je voulais t'interroger sur
comment on fait quand on est en période de crise? Et ça va arriver de plus en plus dans la mesure où, on le disait, dans ce contexte-là où les enseignes ont un super pouvoir et ont des outils, utilisent des outils. Donc, tous les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit des chefs de secteur en magasin qui se sont déjà fait interdire effectivement l'entrée en magasin, ou même des comptes clés qu'on ne reçoit pas ou qu'on ne répond pas au téléphone. Comment on fait quand le contact est complètement bloqué? Alors, je vais volontairement pas révéler certaines choses parce que ça nous arrive très régulièrement. Et le but, c'est comme comment on gère un ultimatum ou comment on repousse un ultimatum. C'est toujours compliqué de parler de ces sujets-là. C'est pour ça que dans mes ouvrages, ça n'apparaît jamais pour pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Parce que sinon, évidemment, la partie adverse pourra en profiter. Alors là, effectivement, le point dont tu parles, c'est vrai que c'est assez courant en négociation. C'est durant la négociation. Tu peux avoir des parties adverses qui vont volontairement te saigner. Donc, interdire justement à la force de vente d'aller visiter les magasins, ou bien ils vont commencer à te déréférencer partie de ta gamme, notamment pour te mettre à genoux et pour faciliter pour eux les négociations. Voilà. Donc, la question, c'est que finalement, comment on rétablit le contact quand eux le coupent? Tout à fait. Alors, je peux juste te donner les erreurs à éviter. Et, ce serait déjà alors, en fait, ce qu'on voit, pourquoi ils font ça, c'est pour nous pousser à la décision. C'est ça. C'est le propre d'un ultimatum également. L'ultimatum, au-delà du fait qu'on doit comprendre est-ce que c'est un moyen ou une finalité, ça c'est hyper important dans l'analyse, c'est que derrière tout ça, la fonction, c'est de nous pousser à la décision. Donc le fait d'avoir, par exemple, des codes qui sautent en magasin ou que la force de vente ne puisse pas passer, c'est de nous faire réagir derrière. Et moi, j'ai pu le voir, notamment avec des PME qui se disent « Bon, vu que c'est compliqué, pour un peu s'acheter cette paix sociale, ils vont commencer à faire certaines concessions, notamment pour s'acheter la relation. » Et ça ne sert absolument à rien, puisqu'on ne va faire qu'alimenter et nourrir justement des demandes adverses. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans cette logique-là, parce qu'on sera en train finalement de montrer que ce qu'ils font en fait fonctionne. Et tu vois, je te vois faire oui de la tête, même si ça paraît hyper évident, tu n'imagines pas combien de fois, et même je te parle de grands groupes qui peuvent avoir tendance à le faire, pour des raisons également qui peuvent être évidentes. Quand tu as une pression des actionnaires qui disent il faut revenir à la table de la négo, vous démerdez, donc on est prêt à donner. Complètement. Mais comme par principe, on ne cède jamais sans contrepartie, si à un moment donné, vous devez avancer, voilà, pour pouvoir justifier votre concession, il faut absolument obtenir quelque chose, on va dire, pas forcément tangible, mais quelque chose qui nous permet de justifier. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on revient, voilà, il ne faut jamais revenir par la même porte. Ça, c'est important. En l'occurrence, le contact, il est bloqué parce que tu as une demande qui est hyper élevée. Tu ne peux pas y répondre favorablement. Une des options, c'est effectivement, tu parlais de l'approche catégorielle, c'est de revenir différemment, pas forcément par son interlocuteur, mais par des gens qui gravitent dans le sociogramme, pour essayer de rouvrir une porte, voilà, différente, et que ça trouve ensuite un écho favorable pour l'acheteur. Parce que derrière tout ça, ce qui est important de montrer, c'est non pas qu'on n'est pas intimidé par ce qu'ils peuvent faire, parce que dans les faits, évidemment, on l'est. Parce que derrière, il y a des usines, il y a des salariés, il y a des actionnaires, il y a la pression de la direction générale. Donc tout ça, dans les faits, c'est hyper difficile à gérer, et ils le savent en face, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais c'est de se dire comment on peut revenir différemment. Moi, je prends souvent l'exemple des ruptures de contact dans le cadre d'un kidnapping. Donc, évidemment, il y a des otages. Et donc, on imagine le pire. Et donc, vous allez avoir des menaces qui sont associées. Donc là, c'est pas, je vous vire d'une scène, c'est qu'en l'occurrence, vous allez retrouver la personne en plusieurs morceaux. Et comment on arrive à renouer le contact sans pour autant revenir en égo? C'est toute la difficulté. C'est que là, il faut faire preuve à la fois de créativité, mais beaucoup d'expertise. C'est comment on renoue le contact sans revenir sur des points qui ont été précédemment abordés. Et donc, on va essayer de rouvrir d'autres portes pour susciter l'intérêt et que ça trouve un écho favorable chez l'autre pour qu'il y trouve un intérêt. En fait, si vous voulez, si tu veux, c'est un peu comme quand on relance quelqu'un. Si tu ne fais que de le relancer parce que tu as besoin de lui sur les mêmes éléments, ça va l'énerver. Donc finalement, comment tu arrives à créer des sortes de détours pour que lui se dise, tiens, sur ce point-là, j'ai besoin de lui. C'est comment tu arrives justement à créer le besoin à son insu. Et ça, pour le coup, c'est pas simple. Mais le risque, c'est d'utiliser la même porte ou bien de céder simplement pour s'acheter la relation. Ça ne fonctionne pas et ça coûte très cher.
Mais ce qui implique effectivement de connaître très bien son organisation. Ouais. Et quand tu es en situation de crise, pour l'avoir vu, effectivement, t'as souvent, tu sors le PDG ou le directeur commercial qui, lui, est un peu plus loin des opérations et a effectivement, ce qui est tout à fait normal de par son rôle et ses responsabilités, une vision d'ensemble. Tout à fait. Comment tu gères ça et comment tu analyses ça pour justement avoir la bonne connaissance de l'intégralité des interlocuteurs, l'intégralité des échanges qui ont été faits, ce qui est souvent, à mon sens, plus compliqué dans un grand groupe, puisque tu as plusieurs strates hiérarchiques et autres. En négo, il y a un principe de base, on dit que le décideur ne négocie jamais. Et ça, c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, par extension, c'est que le décideur ne prend jamais de décision tactique, et le négociateur ne prend jamais de décision stratégique. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire de séparer la décision de la négociation. Et en fait, on l'observe également, c'est qu'en négo, souvent, plus on remonte dans la chaîne hiérarchique, plus le niveau de négociation diminue. C'est logique, pourquoi ? Parce que la négociation est une matière vivante, elle se travaille au quotidien. Et donc, quand tu prends effectivement des très grands patrons, ils sont très peu exposés. Donc, ils ont un niveau d'expertise négo qui est généralement assez faible. Mais encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. C'est pas ce qu'on leur demande. Voilà. Et puis, ce qu'on constate également, comme tu le disais, c'est qu'ils sont très loin des dossiers. Et donc, généralement, au niveau de compte clé, ça va se jouer à coups de milliers. Au niveau des PDG, ça se joue au niveau de millions. Voilà, ça se joue à la serpe. Et donc, ce qui est toujours très coûteux quand ça escalade. C'est pour ça que les meilleures négociations au monde, c'est quand elles restent au niveau du compte clé et de l'acheteur. Voilà. Mais dans les faits, évidemment, quelquefois, ça escalade. Donc, si ça doit escalader, moi, mon meilleur conseil, c'est de maintenir la symétrie. Souvent, les acheteurs ils vont être formés pour briser la symétrie, créer ce qu'on appelle une asymétrie. Donc, l'acheteur va vouloir parler directement au directeur commercial. Voilà. Et nous, notre job, c'est de maintenir cette symétrie. Le compte clé passe par l'acheteur, le DCN, où il y a un DE, tout dépend, en fait, va parler au chef de groupe, et le DIRCO va parler au directeur achat. Ce qui est important, c'est de maintenir cette symétrie pour, et notamment, éviter justement tout ce que tu peux imaginer. Mais le seul souci, c'est pour ça, dans les grands groupes, on est capable de le faire, parce que la décision est étagée et on a les ressources nécessaires. Quand c'est une PME, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, j'ai des patrons de PME qui me disent « Oui, mais Marwan, t'es sympa. Moi, je suis président, DG, directeur achat, directeur supply, directeur commercial, directeur marketing et tout ça. Ouais. » Et donc, c'est pour ça qu'ils ont quelquefois besoin d'aide extérieure, comme toi, tu peux le faire. Ou bien, quand ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils doivent être absolument débriefés par quelqu'un d'extérieur. Parce que pour porter un regard éclairé en négociation, il faut toujours être extérieur. C'est pour ça que celui qui anime les débriefings n'a jamais participé à la négo. Sinon, ça ne sert absolument à rien. C'est le rôle du DCN. Les comptes clés rentrent, voilà. Il les débriefe. Ok, très bien, il définit les étapes tactiques et les comptes clés retournent au combat. Et en fait, le DG d'une PME, malheureusement, il fait tout. Et donc, pour justement maintenir un niveau de discernement, on va dire, assez élevé, il se doit d'être débriefé par quelqu'un d'extérieur. Qui connaît un peu le métier, voilà, notamment pour éviter que par phénomène de dissonance cognitive, il ait tendance à réinterpréter et qu'il soit embrasé psychologiquement, ce qui le pousse justement quelquefois à adopter des comportements qui pourraient être délétères, voire mortifères évidemment dans certains cas. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de considérer les grands groupes et les PME différemment. Mais cette escalade, il faut savoir bien la gérer. Et après, il y a le niveau d'expertise également. Souvent, je le fais jouer dans ces formations où je joue quelqu'un qui dit « voilà, moi, je veux parler à votre patron ». Et si finalement, le compte clé ou bien le DE ou le DCN n'a pas la compétence pour maintenir la négociation à son niveau, évidemment, ça va escalader. Donc, au-delà de l'orga qu'on positionne en conséquence, il y a également la compétence et l'expertise du négociateur qui est déterminante pour éviter qu'effectivement tout ça escalade et que ça parte en vrille. Là, je te mets dans le contexte que les auditeurs qui nous écoutent vont être en dernière phase de négociation, donc sur la dernière nuit. Quel message tu leur porterais pour qu'ils réussissent ces dernières heures de négociation ? C'est quoi les erreurs à ne pas faire ? Alors, et là, effectivement, je pense que c'était la question que tu m'avais posée il y a 10 minutes. C'est le deuxième volet. C'est tout ce qui est préparation mentale. Alors ça, c'est déterminant. C'est vrai que quand je te parle de préparation mentale, ça a l'air un peu ésotérique ou bien un peu nébuleux. En fait, vraiment, il ne faut pas le sous-estimer. Maintenant, ce que vivent notamment en grande distribution
les négociateurs qui sont au contact, c'est comparable à ce que des athlètes de haut niveau pourraient être amenés à endurer. Je dis bien à endurer. Nous, pourquoi on forme beaucoup sur ce sujet-là? Donc, en tout ce qui est gestion du stress, ventilation des émotions dégradées, discernement, reprise d'ascendant, sommeil, nutrition, c'est parce qu'on le sait, c'est que dans ces phases-là, voilà, ça va durer 4 heures, 8 heures, 6 heures, notamment dans les environnements dégradés à cause de la pression et puis de la nuit qui est tombée. On le sait que si on ne sait pas bien gérer ça, et j'ai beaucoup de témoignages de DIRCO et de DG qui ont pu me dire « Marwan, en fait, il était 4 heures du mat, à un moment donné, je voulais juste clôturer. À un moment donné, j'avais plus les ressources cognitives, j'avais plus les ressources physiques. Et donc, ça m'a coûté 2 ou 4 millions, voilà. Mais à un moment donné, on voulait juste acheter la paix. Et donc, on le sait, plus l'environnement est anxiogène, plus on prendra des décisions rapidement. Et ça, c'est hyper important. Donc, je me répète volontairement, plus l'environnement est anxiogène, plus on prend des décisions rapidement. Pourquoi? Pour évacuer le stress. Et le problème, c'est que nous, en tant que négo, on doit être amené à gérer le stress. Et on doit vivre avec. C'est notre job. Voilà. Et notre job, c'est de protéger nos patrons avec tout ça. Donc, on sait très bien que si on n'a pas les ressources cognitives, psychologiques et physiques pour le faire, eh ben, la négociation elle va nécessairement escalader. Et nos patrons, qui n'auront peut-être pas forcément le même niveau d'expertise ou d'expérience, ils seront finalement soumis à la même pression que nous et ils feront peut-être des choses qu'ils vont regretter par la suite. C'est pour ça qu'en fait, cette préparation mentale, elle est déterminante et tout ça, elle se fait en amont. Et le risque, en fait, c'est souvent de s'improviser. C'est pour ça que nous, quand on le fait, on va leur dire, le 27 ou le 28 février, évidemment, on va leur imposer ce qu'ils mangent. On va leur imposer de dormir dans leur cycle de sommeil. Et puis, quelquefois, c'est ce qu'on peut faire en amont. J'ai un site en Touraine de 1200 mètres carrés où on va envoyer des négociateurs là-bas et on va leur faire vivre des situations stressantes volontairement pour qu'ils travaillent sur la mentalisation, la visualisation. Quand ils arrivent au moment, voilà, ils vont puiser dans leur répertoire d'expériences vécues et ils vont savoir faire la différence quand les autres ne sont pas capables de faire la différence. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des compétences dites humaines. Et tout ça, et encore une fois, ça ne s'improvise pas. Et souvent, on pourrait se dire, oui, non, mais c'est bon, à 4 heures du mat, je vais gérer quelque chose, je fais des soirées, je me couche à 6 heures, mais ça n'a rien à voir du tout. Et en fait, le contraste, il est saisissant pour des gens qui sont capables de gérer leurs propres ressources et d'autres qui ne sont pas capables de gérer leurs ressources. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le sommeil, sur la nutrition, sur la récupération. En égo, ce qui est important, en fait, c'est pas l'énergie qu'on va dépenser, c'est la capacité à récupérer cette énergie. Voilà. Et après, le 4e point, c'est le stress. Et le dernier point, c'est la ventilation des émotions dégradées. Quand on arrive à s'affranchir, en l'occurrence, de menaces, quand on arrive à se départir d'ultimatum, parce que ça glisse sur nous comme de l'huile sur une toile cirée, mine de rien, on maintient un niveau de discernement qui est hyper élevé. Et le plus important, c'est de maintenir ce niveau de discernement. Parce que sinon, ça nous tue. Et on fait n'importe quoi. Un patron aujourd'hui qui veut s'entourer de très bons négociateurs, qui reçoit effectivement des candidats en entretien. Oui. Quelles sont les 2-3 questions que tu leur recommanderais de poser pour justement identifier quelqu'un qui aura une bonne gestion des émotions, du stress ou autre, et qui sera de fait un bon négociateur? Oui. Alors c'est compliqué de l'avoir juste sur 2 ou 3 questions. Pour moi, ce qui est déterminant, en l'occurrence, c'est le passé du négociateur. On le sait, c'est que les meilleurs négociateurs se révèlent dans des environnements très, très dégradés. Et on le disait, tant que vous bénéficiez d'un rapport de force hyper favorable et vous évoluez dans des contextes, on va dire, très aseptisés, je ne dénigre pas, mais par exemple la pharma ou le luxe, où on travaille beaucoup, les relations elles sont beaucoup plus coopératives. Et généralement, dans ces univers-là, vous avez des niveaux de négo qui sont plus faibles. C'est logique. Quand on souffre, voilà, parce qu'on ne vit que dans l'adversité, on est obligé de transcender notre condition. Et c'est là où, généralement, on peut retrouver en fait, des gens qui ont du potentiel. Oui. Donc, moi, je regarde en un premier temps, effectivement, d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent d'un univers dégradé? Donc, s'ils ont évolué et si, effectivement, ils ont fait plus de 5 ou 10 ans, je me dis, OK, ils ont réussi à tenir le coup. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'ils ont été en mesure de s'épaissir le cuir? Parce que si pendant 5-10 ans, vous avez fait que de souffrir et que maintenant vous êtes proche du burn-out, évidemment, on ne pourra rien faire de vous. Donc, ce qu'on fait généralement, nous qu'on fait passer les entretiens, c'est qu'on peut les mettre volontairement
On va leur faire en situation difficile. Bah oui, ça dure juste 5 minutes. Moi, je le fais quand je dois évaluer des grands dirigeants qui vont exercer des fonctions dans des pays à risque. Et donc, ils vont passer 1h30 avec moi. Et après, je vais donner des recommandations. Est-ce qu'ils sont prêts à partir au Nigeria, en Somalie, au Sud-Soudan, ou ce genre de choses. Et donc, on a des exercices types qui durent 5 minutes. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est des exercices flash. Je vais tamponner très fort. Voilà. Et rapidement, on va voir comment la personne réagit. Et ça, je te promets, en moins d'1 minute, tu vois si la personne... Ah, tu le sais. Tu le vois. Est-ce qu'elle perd ses moyens ? Et alors, elle perd pas ses moyens, mais est-ce qu'elle sait reprendre l'ascendant ? Elle perd pas ses moyens, mais en fait, elle sait pas quoi faire. Tu dis, bon, voilà. Donc, tu as besoin quand même de tout ça. Et après, le troisième point, si tu dois poser effectivement des questions, en fait, c'est... alors, le problème, c'est que le candidat peut être préparé. C'est que moi, souvent, je vais leur demander qu'ils me racontent en fait comment il a vécu la situation la plus difficile. Voilà, pour lui, ce qui l'a vraiment le plus marqué. Si ça l'a marqué, ça l'a abîmé. C'est obligatoire, en fait. Quand les gens vous disent « moi, j'ai pas peur », tout ça. Non, encore une fois, les super-héros, pour moi, ils sont que dans des cimetières. On a tous peur, c'est logique. Et comment il a réussi, justement, à sortir de tout ça ? On voit rapidement le discours qui est complètement préparé. Voilà, du coup, j'ai fait preuve de blablabla, ok. Et d'une personne qui raconte vraiment ce qu'elle a vécu, avec un niveau d'implication qui est beaucoup plus élevé, où elle va parler de ses émotions, elle va parler en fait de la difficulté justement des nuits, ce genre de choses, et comment elle a réussi à transcender tout ça. Et après, on va voir, ce qui est intéressant, c'est que ça, les informations qu'on a récupérées, on va pouvoir voir si c'est cohérent par rapport à ce qu'il a pu dire quand on a pu le tester en fait lors du deuxième cas. Et c'est ça, en l'occurrence, qui me permet, on va dire, d'évaluer à peu près si le participant il sera prêt à évoluer dans un univers assez dégradé comme la grande distribution. Voilà. Je te propose, pour conclure, de te poser la question, et je me suis dit en arrivant que j'allais te la poser. Oui. Est-ce qu'on pourrait espérer un jour, en grande distribution, des négociations plus collaboratives ? Quelle est ton analyse ? Alors, je pense que c'est un vœu pieux. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des questions déjà qu'on se posait en 2005. Et en fait, là, pour accompagner tous les ans des négociations en grande distribution, on va revenir finalement sur ce qu'on se disait au début. C'est la boucle est bouclée. C'est que chaque année, c'est encore plus difficile que l'autre. Et tant qu'on restera sur des questions de pouvoir d'achat, qui sont particulièrement structurantes, même dans des économies florissantes, c'est un sujet, pour le coup, qui braque les projecteurs. Voilà. Tant qu'on restera sur des rapports de force aussi déséquilibrés, tu auras malheureusement ce type, on va dire, de comportement et de négociation aussi difficile. Parce que la meilleure analogie que je peux te donner, c'est que moi, je gère beaucoup de conflits sociaux où tu as des rapports de force qui sont complètement déséquilibrés. Et tu pourrais te dire, le rapport de force est déséquilibré, donc tu vas avoir des négociations dites coopératives. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on en revient sur la condition humaine, c'est que dès lors que des gens ont du pouvoir, le chemin le plus court pour arriver à ce qu'ils veulent, généralement, ça reste en fait la compétition. Voilà. Bien sûr. Marwan, sur ces paroles, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou ADN Group pour toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui aimeraient tout simplement échanger avec vous ? Alors, comme tu le disais, le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.adngroup, tout attaché sans .com. On verra tout ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement, de négo ou de formation, aussi bien avec mes équipes ou avec moi. Voilà. Marwan, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.